Fac. Discussion avec Mathieu Betts. Qu'est-ce qu'on peut dire de Mathieu Betts? Mathieu Betts, quelqu'un de très socialement habile, qui est capable de remettre les gens à leur place. Quelqu'un de vraiment intelligent. Quelqu'un qui nous a parlé de sa fin de saison à Laval, de comment il s'est préparé pour son parcours professionnel, de ses temps à Chicago, de son temps du transfert de Chicago à Edmonton, puis un peu de son passé comme joueur de foot en général. Une grosse dernière année. Une grosse dernière année, considérant le Corona en plus. Ouais. La Un deuxième gars saison, qui a à sa peu près deuxième tout saison. gagné. Un gars qui a à peu près tout gagné. Il a gagné à tous les niveaux. Il n'a juste pas Ouais. encore gagné professionnel. On lui souhaite de gagner professionnel. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Tu vois, tu me dis ça. Puis c'était marquant aussi quand il parle de son championnat au V-Montréal aussi. Là. Il a gagné au secondaire beaucoup, gagné à l'université beaucoup, mais il y avait un championnat au collégial. Ça, c'est quelque chose qui tu te rends compte qu'il voulait beaucoup. Là. Exact, en parlant long en large. Ouais. Fait que discussion avec Mathieu Betts. Bon podcast. Bon podcast. Lorsque tu as fini ta dernière saison à Laval, est-ce que tu avais déjà un plan préétabli ou tu as commencé à te créer un plan à ce moment-là? Le challenge pour ma dernière saison universitaire, c'était focus football universitaire, ma 4e saison, sans justement penser au plan du après. Mais je dirais que le plan d'après est venu vite. J'étais bien épaulé là, avec Sacha, le coaching staff à Laval, Glenn, mon entourage, ma famille, ma copine, mes amis. Mais je dirais que ça a bougé vite. Là, le plan, il était à la lettre. Là, on veut peut-être entraîner à Knoxville, aller au Shrine, au NFLPA, dépendamment d'où j'allais aller. L'entraînement pour le Pro Day, tout ce qui allait s'enchaîner. Donc, oui, on savait où on s'en allait. Puis je te dirais que 90% du plan a fonctionné. Là, donc, c'était rodé au quart de tour comment ça allait se passer. Puis mon off-season était très, très décortiqué au quart de tour. Puis honnêtement, c'était une super expérience. Mais ça a été plusieurs étapes là, éprouvantes, mais c'était le fun au bout. Je ne rechangerais rien de ce qui s'est passé dans ma dernière année. Puis pourquoi? Ici, il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés, mais pourquoi la majorité des gars, quand ils savent qu'ils vont aller pro, ils vont aux États-Unis? Pourquoi toi, tu es allé à Knoxville pour être entraîné au lieu de rester ici? C'est une super bonne question. Effectivement, il y a beaucoup de bons préparateurs physiques ici qui auraient pu m'outiller pour aller au Shrine. Moi, ma préparation physique à Knoxville, ça a été 2 semaines et demie super intensives avec Charlie Petrone, qui est un préparateur physique peu connu même aux États-Unis. C'est même pas comme si c'était quelqu'un qui était all that, qui traînait tout le monde. Il traîne des first rounders à chaque année, mais c'est pas le gars le plus connu. Mais il y avait des éléments de, je veux pas dire mental, mais c'était vraiment 2 semaines avant le Shrine Game. Donc, je m'isolais vraiment plus. J'étais déjà dans un environnement football. J'étais déjà aux États-Unis avec des joueurs de football qui allaient éventuellement faire les processus de repêchage pour la NFL. Donc, ça me mettait déjà dans le bain où je ne serais pas parti du Québec, où j'étais vraiment dans mon environnement, dans mes affaires pour partir pour le Shrine. Donc, je me déstabilisais peut-être un petit peu en partant, puis je m'isolais donc de toute distraction possible pour vraiment juste mettre l'emphase sur mon entraînement. Puis, veux ou veux pas, je serais resté à Québec, je l'ai réalisé par la suite. J'aurais fait les mêmes choses que d'habitude. J'aurais chillé avec mes boys, je serais allé au resto, sans dire que j'aurais pas été sérieux, j'aurais été super sérieux dans la préparation physique. Mais là, j'avais vraiment rien d'autre à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire que m'entraîner. Je m'entraînais 8 fois par jour, puis je mangeais 6 repas. C'était next level. Bon deal. Quand tu étais quand tu as fini au Rouge et Or, il t'a utilisé un peu durant l'année comme linebacker aussi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais linebacker, mais c'était des blitz packages. C'est ça. Est-ce que tu disais que tout était planifié, que même avant la saison, tu avais un plan.
est-ce que ça faisait partie de ce plan-là? Parce que tu savais qu'éventuellement, ça allait peut-être être ta place ou que tu allais avoir une chance en NFL? Non, honnêtement, absolument pas, parce que si tu prends l'exemple de Laval, c'est du football canadien pur et dur. Ouais, ouais. Donc, mon rôle comme linebacker, oui, c'est vrai que j'évoluais plus Mike Backer, mais c'était vraiment des blitz packages. C'était camouflé, mais les autres équipes aussi savaient que j'allais rentrer dans un gap d'une façon ou d'une autre. C'était juste pour dire. Mais pour moi, même si je me compare du football américain, c'est du football américain de deuxième, troisième et long du football canadien. C'est juste qu'ici, on est plus orienté sur le jeu aérien. Donc, oui, j'ai joué Sam Backer quand j'étais à Chicago sur les base packages, mais quand on rentrait en école defense, je redevenais ailier défensif comme je le fais en ce moment à Edmonton, comme je l'ai fait mes 4 années à Laval là, dans 90% des cas. Donc, même avoir voulu changer de position ici pour me préparer pour du football américain à 4 essais, c'est juste pas le même style de football. Là. Donc, ça n'aurait pas été représentatif. Pour moi, ailier défensif du football canadien, ça reste la même chose que le football américain. C'est juste sur les first and 10 ou les vrais running down. Ben, ils ont plus de joueurs dans la boîte, donc nous, nécessairement, on rentre un D-line de plus, puis un joueur comme moi, typiquement, qui est un ailier défensif, va juste être bumpé à secondaire extérieur. OK, je comprends. Puis là, après ça, tu parlais du Shrine, la game Ouais. de Shrine Ball. Ça a bien été, là. On l'a vu beaucoup. On a vu des clips de toi en préparation pour cette game-là. Quand tu es sorti de cette game-là, tu étais satisfait? J'étais super satisfait, là, comme je te dis. Je venais de passer 2 semaines, 3 semaines complètes à m'entraîner. Après ça, le Shrine, j'étais parti du Québec, ça faisait environ 1 mois. C'était mission accomplie jusqu'à présent. J'avais pris un bon 10-15 livres de masse musculaire. Le Shrine, ça avait super bien été. Là, j'avais eu peut-être la première journée, ça allait vite dans le sens que je ne savais pas à quoi m'attendre, mais le reste de la semaine de pratique était vraiment le moment où il fallait que tu performes. J'avais super bien fait selon mon évaluation à moi. J'ai parlé avec beaucoup de recruteurs, j'avais des feedbacks positifs. La partie avait bien été. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. Shrine, expérience tripante. C'était vraiment pour moi ma première expérience avec autant de joueurs NCAA de chaque côté des ballons en Division 1. Fait que c'était cool, c'était super cool. C'est une semaine qui va vite, c'est stressant. Tu veux performer sur le coup. Donc, tu t'en rends pas compte, mais c'est une fois que tout se retombe que tu te rends compte que ça reste des moments éprouvants. Arrivé à ce moment-là, tu as joué 4 ans à l'université au Québec. Ouais. Là, tu te retrouves dans un environnement où tu es juste t'es pas mal juste avec des joueurs universitaires américains. C'est quoi, mettons, que tu dirais qui serait la différence entre les deux? Là, c'est difficile de le comparer puisque, là, on parle souvent joueurs canadiens, joueurs américains. Moi, je le vois plus, le Shrine Game, c'est tous les meilleurs joueurs de leur équipe respective. Là, donc, ça revient un peu à la même chose que tu dirais, un peu comme là, c'est mêlant parce que c'est la même chose, mais le East-West Game pour les joueurs de 4e année qu'on a ici au Canada, ça reste que c'est les meilleurs joueurs de chaque équipe, ce qui donne un calibre de jeu très élevé. T'sais. Donc, c'est pas juste de comparer un événement comme ça avec le football canadien, parce que là, le Shrine, c'est les meilleurs joueurs de chaque équipe. Là, donc, c'est sûr que tout le monde va être bon. Donc, la réalité, c'est que le football canadien universitaire, il y a des très bons joueurs, il y en a des moins bons, il y en a des moyens. Même chose pour la division 1 dans la NCAA. Je ne te dis pas qu'au prorata, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Mais curieusement, là, plus tu avances dans le football, il y a des bons joueurs partout, il y en a des moins bons aussi. C'est la nature des choses. Mais c'est sûr que là-bas, il y avait un step. Peu importe, quand plus tu approches des rangs professionnels, c'est une des difficultés où c'est cliché, mais en tout cas, moi, je ne suis pas rendu là encore où je peux prendre une rep à 8, 9 sur 10 puis me dire que ça va bien aller. C'est soit dans le tapis, sinon tu parais mal. Donc, j'espère que d'ici 5, 6 ans, 10 ans, je ne vais pas exagérer, mais je serai capable de mettre la pédale douce un peu. Là, mais en ce moment, là, c'est dans le tapis parce que ça va vite. Les gars là-bas, est-ce qu'ils te connaissaient? Autant les coachs, ils devaient quand même un peu, là, mais
sais, est-ce qu'il y a des joueurs que parce qu'ils étaient aux États, ils se connaissent un peu plus, puis toi, tu arrivais là, puis tu sentais un peu que tu avais à faire ton nom, si je peux dire? Parce que certains, ils ne me connaissaient pas, non. Ni de nom, ni de où j'étais. Je parle des joueurs avec qui je jouais. Les scouts, c'est sûr qu'ils font leur devoir, c'est leur job. Ils savaient tous j'étais qui ou en majorité. Là, je ne vais pas dire tous, là, mais ceux qui avaient affaire à moi, ils me connaissaient. Les joueurs, c'est un petit peu comme ici. Là, je veux dire, eux, ils fonctionnent par conférence. Fait que c'est sûr que les joueurs du MAC, les joueurs du Big Ten, American Conference, qui ont joué un contre l'autre pendant 3-4 ans, eux, ils se connaissent nécessairement juste par le simple fait qu'ils se sont affrontés pendant X nombre d'années, au même titre que moi, dans la RSEQ, je connais pas mal tout le monde contre qui j'ai évolué, mais si je m'en vais dans le OUA, dans les Maritimes ou dans l'Ouest, tout d'un coup, je connais plus personne. Là, fait que c'est un petit peu le même fonctionnement qu'ici, à ce niveau-là. Mais c'est sûr que moi, là, le monde ne me connaissait pas, mais il n'y avait aucune idée. À un moment donné, je parlais à mes boys là, quand j'étais dans ma chambre d'hôtel au Shrine. Puis mon roommate, il est rentré dans la chambre, là, puis je parlais à un de mes chums avec qui je jouais à Laval, Fraser Becky. Il me regardait avec des gros yeux. Je parlais en français. Puis là, je voyais qu'il me regardait croche. Je savais même pas que je parlais français. Fait que je dis, hey, you didn't know I speak Russian, right? Puis, no, I did not. À partir de ce moment-là, j'étais convaincu que j'étais russe. Fait que c'était game over. Wow! Fait que là, il savait pas. Tu aurais pu continuer à jouer le jeu pendant toute la Il ne sait pas semaine. encore. Non, je ne l'ai jamais dit. OK, fait que tu sors de cette game-là 100% satisfait, belle expérience, tout a bien été. Yes. Je me souviens plus du moment exactement. C'est quand par rapport au repêchage, le Shrine? Écoute, je te dirais, là, je me souviens plus des dates exactes, mais disons, la game s'est jouée le 10 janvier. Le repêchage est plus vers la fin avril. On est début janvier, encore à 2 à 3 mois du repêchage. OK. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retournes à Québec finir ta session? Exact. Là, moi, j'avais des choix à faire. Il me restait quelques cours à l'université pour réussir à graduer dans mon cheminement normal. Donc, moi, j'étais à l'aise à faire ça, puis c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai fini mes cours à l'université. Je me suis entraîné avec mes autres chums qui s'en allaient, eux, se préparer pour les combines aussi de la Ligue canadienne ou des Pro Day. Fait qu'on s'est entraîné avec Guillaume Rioux, notre strength coach à Laval. J'ai fait un programme spécifique pour les combines, donc des tests physiques. Fait que surtout, évidemment, tout ce qui est musculation, c'est le max rep au 2,25, mais évidemment, tout ce qui est développement de puissance du lower body pour exceller aussi dans tout ce qui était tests de course. Puis, évidemment, qu'on pratiquait les tests là, 2 à 3 fois semaine, donc assez rodé à ce niveau-là aussi. Ces combines-là de la CFL, est-ce que toi, tu les as faites même si tu avais l'intention de faire la NFL? Non, je les ai pas faits. Moi, j'ai plutôt fonctionné avec un Pro Day qu'on a tenu à l'Université Laval avec des scouts de la NFL et de la CFL. Il y avait entre 5 et 10 équipes présentes. Mais tout était filmé, les résultats ont été transmis à toutes les équipes de la NFL, de la Ligue canadienne, c'était filmé, donc il y avait accès à tout ça. Moi, c'est sûr que j'aurais aimé ça, participer au combine de la CFL, j'avais été invité. C'est juste pour l'expérience. Moi, les tests, j'aime quand même ça, puis je suis quand même quelqu'un qui teste bien, mais le danger, c'était qu'il survienne peu importe blessure qui puisse mettre en péril peut-être un camp d'entraînement ou un essai que j'aurais pu avoir. Mais là, si je m'étais blessé, ça aurait pu nécessairement me nuire. Puis c'est ça qu'on voulait éviter, surtout au niveau blessure, parce que évidemment, les tests, je les avais déjà faits. Là, donc, c'était difficile comme choix dans le sens que j'aurais aimé ça y aller et vivre l'expérience. En même temps, j'ai fait tous ces efforts-là pour pouvoir jouer au football. C'était pas pour tester que j'ai fait tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis pas allé au camp de la CFL, j'ai juste fait les Pro Day à l'Université Laval. À ce moment-là, tu finis ta session. Le repêchage est à la fin de ta session, là, au mois d'avril. Ouais. Tu sais, veux pas, tu y penses. Tu sais, veux pas, ta session, mais il y a ça qui arrive. C'est quoi les feedbacks que tu as? Est-ce que tu as déjà une idée de potentiel rang que tu vas sortir? Est-ce que tu sais déjà que
probablement tu risques de signer après le repêchage. C'est quoi à ce moment-là les infos que tu as? Ouais, ben, c'était vraiment spécial parce que, oui, pour répondre à ta question, je pensais juste à ça. Là, l'école, j'ai quand même eu des résultats pas pires, là, mais je pensais beaucoup plus au football qu'à quoi que ce soit d'autre. Puis c'était vraiment un univers cool parce que je côtoyais presque juste les autres boys qui faisaient les combines. Fait que, on était vraiment tous dans le même bain. Puis tout le monde s'en allait. C'est drôlement dit ça, mais peu importe. On faisait vraiment toutes la même chose. Fait qu'on s'entraînait ensemble. Puis on parlait juste de foot. Fait que, ça devenait un peu intense. Mais moi, j'avais trouvé ça super le fun. Euh, oui, j'avais une très bonne idée. J'avais une bonne idée de ce qui allait se passer niveau repêchage NFL. Je me doutais que j'allais soit me faire repêcher très tard dans le repêchage, mais ou signer comme agent libre, ce qui était, comme tu le disais, l'option la plus plausible. Puis, j'avais des discussions avec différentes équipes, si bien que j'avais une meilleure idée de vers quelle équipe je pourrais me diriger dans la NFL, beaucoup plus que dans la Ligue canadienne. Là. Dans la Ligue canadienne, c'était très nébuleux. J'étais ranké haut dans les prospects potentiels pour sortir dans le repêchage, mais je n'étais pas allé au combine. J'avais pratiquement parlé à aucune équipe tout au long du processus du combine ou de repêchage. Je ne savais pas j'allais sortir en quelle ronde, quelle équipe. J'avais aucune espèce dans la Ligue canadienne. Puis c'était très clair dans la NFL, les équipes qui avaient un intérêt envers moi. Donc ça, je trouvais ça un petit peu particulier. Pas effrayant, mais je trouvais ça spécial que moi, je connaissais plus l'univers de la Ligue canadienne. Mais on dirait que mon chemin était mieux tracé ou plus clair dans la NFL que l'inverse. Donc ça, c'était spécial un petit peu. Là. Puis, lorsque tu dis que il y a des coachs qui rentraient, des équipes qui rentraient en communication avec toi, là, tu sais. Ouais. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça, là, que des équipes de la NFL rentrent en communication avec soi. Tu sais. Comment ça arrive, ça? Comment ça arrive? Ben, c'est parti du Shrine, honnêtement. C'est mes premiers contacts, ou pas nécessairement mes premiers contacts. J'ai eu quelques appels durant la saison. Il y avait des scouts qui étaient venus à Québec, mais tu n'as pas le droit de leur parler. Il y en a qui m'ont appelé au téléphone. Je ne sais même pas s'il y avait le droit. Peu importe. Moi, hey, salut, je suis bien content de leur parler. mais après, par la suite, le repêchage, c'était des questions routines là, que tu peux t'attendre. Des questions sur sa famille. Juste apprendre à te connaître un peu pour savoir quel type de gars avec qui ils vont dealer, mais ça se rapprochait peut-être un peu d'un processus de recrutement dans mon cas, puisque, comme on en parlait, il y avait des bonnes chances que je tombe agent libre et que je ne me fasse pas repêcher. Donc, les équipes qui étaient intéressées à moi, elles savaient qu'il allait peut-être être entre 2, 3, 4 équipes où j'allais avoir un choix de où je voulais aller signer. Fait que, c'était juste les scouts, les coachs avec qui je parlais qui voulaient apprendre à me connaître, mais aussi qui voulaient j'ai un certain intérêt envers leur équipe, tout simplement parce que les chances étaient que je ne me fasse pas repêcher puis que je signe comme agent libre suite au repêchage. Donc, ça tournait autour de ça. Puis, je ne dis pas que il y a eu du succès, pas de succès. Il y a des équipes avec qui j'ai parlé plus que d'autres, avec qui j'avais un meilleur feeling que d'autres. Puis finalement, je n'ai même pas eu d'offre de contrat de ces équipes-là. Donc, c'est un autre monde. Je savais que moi, ça allait passer sûrement après le repêchage. C'est ça qui est arrivé. Est-ce que ça... Est-ce que c'était... Tu savais que tu allais sûrement passer après le repêchage, mais il y a quand même un... Il y a quand même un désir, il y a quand même un petit rêve d'entendre son nom puis de se faire... Est-ce que quand même, pendant le repêchage, tu y croyais à certains moments? Est-ce que j'y cru? Je pense que oui. Je pense que j'y ai cru pas tout le long, là, à un moment donné, parce qu'en fait, j'ai signé mon contrat en théorie là, au début de la 7e ronde. Donc, je ne savais même pas que c'était faisable, mais les équipes qui avaient l'intérêt envers moi, ils ont dit à mon agent, à moi, on ne te repêchera pas. Fait, aussi bien commencer tout de suite le processus de signature. Ça s'est passé comme ça. Moi, je pense que jusqu'à la fin, j'y ai cru. Là, on avait un draft board des équipes qui avaient de l'intérêt envers moi. Fait que là, on espérait qu'ils sélectionnent personne sur le edge là, pour que je garde des chances. Moi, j'aurais aimé ça. Effectivement, tu parles du rêve de se faire sélectionner.
J'avais trouvé ça trippant. Là, il y avait plein de monde chez nous. Là, ça aussi, c'était stressant là, parce que mes chums, ma famille, ils voulaient venir avec moi, vivre ce moment-là, célébrer ça avec moi. Mais moi, d'un autre côté, j'y croyais, mais j'aurais trouvé ça poche. Là, tout le monde soit là, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Puis là, j'aurais été là un peu. Là, bredouille, tout le monde dans le salon, puis ça a été poche. Mais ça aurait été écœurant, là, je vais faire pêcher tout. Mon agent, lui, il disait, c'est la même chose, même, c'est le fun. Si tu ne te fais pas repêcher, tu peux choisir ton équipe, là, même longtemps avant le repêchage. Ouais, c'est vrai, mais si l'équipe me repêche, dans le fond, c'est parce qu'ils veulent que j'aille jouer là. Fait que c'était un peu un dilemme. Mais à la fin de la journée, cette journée-là, je ne me souviens pas de la date, là, je ne dirais pas émotif, c'était un 28 avril, là, je m'en souviendrai toujours. Je ne me souviens plus de la date, mais c'était trippant. Là, quand j'étais un membre des Chicago Bears, à la fin de la journée, tout le monde était là, mes amis, ma famille, on a commandé de la pizza, puis c'était cool au bout. C'était vraiment une belle journée. Puis je suis content du outcome, puis je suis content d'avoir eu le gosse de dire tout le monde à la maison, là, puis on va se faire du fun. Et là, tu arrives aux Bears. Comment ça a été C'était comment, en fait, ton expérience aux Bears? Ça a été long. Écoute, il y a eu 3 étapes. C'était rookie minicamp. Après, c'était les OTAs une semaine plus tard. Puis ça a duré un bon 2 mois. Là, puis après ça, il y a eu le training camp. From top to bottom, pour moi, ça a été super intense parce que j'étais vraiment locked in à je veux faire ma place ici. Je veux montrer que j'ai d'affaires à faire l'équipe. Puis c'était mon seul objectif. C'est passé de les étapes à super impressionné d'arriver aux facilities, au rookie training camp. C'est vraiment juste, on était 100 joueurs là. Puis les Bears, il y avait à peu près 0 pick anyway, dans ce draft-là parce qu'il y avait tout flobé ça pour aller chercher Mac. Je pense qu'il y avait drafté comme 3-4 joueurs. Moi, je me demandais un peu dans ma tête comment on va faire un rookie camp parce qu'ils ont eu 4 choix de repêchage. Finalement, on était sans recul. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ils ont trouvé du monde. Ça n'a pas été trop tough. Ou des volontaires. C'est ça. Il y a du monde qui a levé la main. Entre autres. Mais moi, au début, je comprenais même pas. J'étais là. Il y avait du monde qui n'était pas dans l'équipe, du monde qui était dans l'équipe. Moi, j'étais dans l'équipe. Moi, je me demandais, j'étais-tu vraiment dans l'équipe? Je veux dire. Mais ça a super bien été. Écoute, on m'a dit, tu vas jouer Sam linebacker ici. Il ne m'avait pas dit ça avant. J'étais comme cool. Sam linebacker, c'est le spécialiste de la couverture de passe. Chose que je n'ai jamais faite avant. Fait que, parfait, montre-moi comment je vais le faire. Là, no stress. C'était un peu spécial. Il disait, tu vas jouer Will un peu. Will backer, c'était plus dans le système. C'est un DN. Il était juste debout puis il droppait une fois par game là, juste pour lancer une curveball. Là. Mais en tout cas, tu vas jouer Will des fois. Finalement, j'ai pas pris une rep Will du temps que j'étais là, d'après moi. Là, fait que, il trouvait que je courais vite, je sais pas trop. Fait que Sam Backer, j'ai appris sur le tas. Honnêtement, le rookie camp, j'ai joué au flag football. Là, je ne comprenais rien du tout. Mais là, après ça, les OTAs, ils m'ont donné un playbook. Là, fait que ça a bien été. J'ai juste appris ça en 48 heures. J'ai pas dormi jusqu'à ce que je le comprenne. Puis après, c'était bon. Là. Mais mon premier rookie camp, là, les calls, tout, là, je faisais n'importe quoi. C'était street football. Il fallait que je drop, mais je suis un DN. Moi, c'est une passe, j'allais au QB. Mon premier jeu à Chicago, j'étais un hook dropper, c'est une passe, je suis un DN naturel. Je suis allé au QB. Je me donnerais un sac de pratique, ça compte pas, là, mais il fallait que je drop. Chuck Pagano, c'était hâte au bout, là, il m'engueulait devant tout le monde, c'est trippant. Là, ça fait changement de te faire engueuler par ton coach high school. J'ai assez de vécu dans le sport pour savoir que quand tu te fais crier après par des coachs, il faut que tu t'en laisses passer, mais la première fois que tu te fais engueuler par Chuck Pagano, c'est cool. Là, j'étais bien content de ça. Puis après, ben là, la grosse étape OTAs, tu arrives, puis là, il y a encore 90 joueurs, mais là, c'est the real deal. Les gars sont là, tu sais. Mitch était là, tu sais, tous les gars, Mac. Fait que là, le show est commencé. J'avais suivi les conseils de mon entourage, tu sais. Laisse-toi être starstruck un peu au début, là, tu sais, pas arriver là, puis jouer au tough, puis ouais, Khalil Mack, I've seen that before, là. Non, je l'avais jamais vu, puis oui, il avait des gros bras, tu sais, fait que c'était cool. On jouait en même position. Puis, from that point on, j'ai juste essayé de faire ma marque. C'était vraiment le fun, cette expérience-là.
C'est quoi le. Tu as dû te faire 1 million d'attentes là, avant d'arriver à la première activité d'équipe, là, au premier installment, là, mettons. Là, tu sais. Ouais. C'est quoi la chose de la NFL qui t'a le plus surprise, mettons, ou à laquelle tu t'y attendais le moins, mettons? S'il y a lieu, là. Ouais, que je m'attendais. Honnêtement, j'étais quand même préparé, là, je veux dire. Si on m'avait parlé de comment ça allait se passer, si ça. Mais tu sais, c'est l'excès, là, tu sais, je veux dire. Autant tu peux t'en douter, mais tant que tu l'as pas witness, c'est dur, là, mais tu sais, tout est fait, là, mais tu sais, tout pour te faciliter la vie le plus possible. Tu sais, on était logés à l'hôtel, les recrues, vu qu'on n'avait pas de logement. L'autobus nous chercher le matin mettons, on avait un workout à 6h30. Ben, l'autobus était là à 6h, vous nous amenez au workout à 6h30. Tu sais, je pense pas que je m'étais dit que c'était comme ça, mais maintenant que j'y pense, c'est logique. Mais il y a une cafétéria high class dans les facilities, il y a déjeuner, dîner, souper. Tu y vas si tu as faim, si tu n'as pas faim, tu y vas pas. Puis tu vas au bar à collation. Le bar à collation, c'est juste toutes les collations que tu peux t'imaginer. Si tu n'as pas envie de dîner, ben, tu peux collationner. Il y a le bar à jus que les nutritionnistes sont là, puis ils te font un smoothie vraiment comme toi tu veux. Tout ce que tu as besoin, c'est là. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'était ça qui était trippant. C'est un environnement 100% football qui était tellement axé sur la performance que moi, je tripais là-dedans. Ça a peut-être juste fait que j'ai tellement été orienté vers faire l'équipe, tout ce qui touchait au football, je voulais que ça fonctionne, que je ne me suis peut-être pas laissé la liberté de le enjoy comme j'aurais peut-être dû, là, mais bottom line, c'est ça qui était trippant. C'était vraiment, pour moi, quelqu'un qui joue au football depuis qu'il est tout petit, vivre cette expérience-là, c'est sûr que c'était malade. Un peu comme pendant le Shrine, là, bon, là, tu as plus de temps pour apprendre à connaître tes potentiels nouveaux coéquipiers. Là. C'est quel joueur qui t'a impressionné? Puis c'est pas obligé d'être un gars qui a fait l'équipe. Là. Ça peut être une recrue avec qui tu étais. Quand tu parlais à ces gars-là, c'était quoi leur histoire? C'était quoi leur background? Quel joueur qui t'impressionnait là-dedans? Impressionnant. C'est sûr, au niveau football, il y en a plusieurs. Un gars que sa personnalité, je pense, ressortait beaucoup. Hakeem Hicks, c'était nose tackle. Il a joué d'ailleurs à l'Université de Manitoba. Il était gigantesque. Là, aussi gros que le plus gros O-line avec qui j'avais joué à Laval. Immense, mais personnalité, que tout le monde. Tout le monde convergeait vers lui. Moi, je lui ai à peine parlé depuis que j'étais rentré. Je lui disais salut, that's it. À un moment donné, il m'accoste parce que il avait joué CIS football lui aussi. Je ne savais même pas qu'il savait que j'avais joué au football canadien. Il se fait me parler de la Ligue, il se fait me parler de quand il était là. C'était un leader naturel, ça m'avait impressionné de sa part. Je savais que c'était un bon joueur de foot en arrivant, mais c'était vraiment vers lui que les gars convergeaient. Puis, c'est sûr que c'est football professionnel, plus tu montes de niveau, évidemment, souvent c'est le parallèle, c'est une pyramide, là, ou un entonnoir. Il y a de moins en moins de gens qui ont la chance de vivre ça. Mais que lui détonne autant au niveau de sa personnalité, de son leadership à travers des joueurs aussi talentueux, moi, ça m'avait impressionné. Un peu dans la même trempe, un joueur comme Kyle Long, un peu exubérant, une grosse personnalité, fait des jokes, out loud. Lui, ça fait 10 ans qu'il était là. Ça m'impressionnait des gars qui étaient dans le locker room depuis aussi longtemps, qui étaient aussi à l'aise dans un environnement comme ça. C'est vraiment des gars cool. Puis là, malheureusement, l'histoire avec les Bears prend fin. Comment est-ce que la transition s'est faite à Edmonton? Encore une fois, on savait que c'était une possibilité que ça arrive. Donc, ce qui est arrivé, je me suis fait release là, après la 4e partie de pré-saison. Je suis revenu à Montréal pour environ une semaine avec 2 options en tête. Là, soit c'est de trouver une autre équipe dans la NFL pour signer sur un practice squad ou me joindre aux Esquimaux le plus rapidement possible. Ça a bougé vite, mais on avait compris que si
puis aller sur un practice squad dans la NFL, il aurait fallu que j'attende des semaines, des mois avec peut-être aussi l'option que personne ne me signe de l'année. Fait que pour moi, c'était un gros losing situation si je ne jouais pas au football en 2019. Donc, le plus rapidement possible, une fois que les équipes qu'on avait ciblées n'étaient pas intéressées à moi pour un practice squad, on a essayé de s'entendre le plus rapidement possible avec Edmonton. Donc, ça, après quelques négociations, ça s'est fait quand même assez bien. J'ai fly à Edmonton. Puis là, c'est ça qui était bien. Eux, ils tombaient dans un bye week quand j'arrivais. Ça m'a donné un bye week, si on veut, pour. Il n'y avait pas de pratique, il n'y avait rien. Où je suis juste arrivé à Edmonton. J'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait, Eskimos football. Essayer de comprendre le stade était situé où par rapport à la ville, me trouver un logement. J'ai tout fait ça en 3-4 jours. J'avais un appart de mon casier à Edmonton. J'avais parlé un peu au defensive coordinator, au D-line coach, pour savoir un peu à quoi m'attendre. Puis 2 semaines plus tard, on jouait home contre les Tiger Cats de Hamilton. Je suis rentré dans la relation assez vite. Je jouais special teams, puis c'était cool. J'ai eu du succès quand même rapidement. On trailait par 3 possessions, on est revenu, puis on a perdu sur un game-winning field goal des Ticats. Mais on était un peu dans un creux de vague là, mais on a quand même rise jusqu'à la fin de l'année. On en parlait tantôt avec Pierre, là, mais pour quand même se rendre en finale de l'Est, où on a perdu encore une fois contre les Tiger Cats, qui était vraiment something else cette année. Mais c'était smooth transition rendu là. C'était pas une vraie saison de football pour moi. J'ai joué 6 parties. Une saison professionnelle dans la Ligue canadienne, c'est 18. Là, donc, on peut dire que j'ai joué le tiers. Tout porte à croire que cette saison, en 2020, ne sera pas une saison régulière normale non plus pour moi, là, avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais je suis content juste d'avoir pu vivre mes premiers moments dans le football professionnel, puis juste hâte à la prochaine étape. Puis là, comme tu disais, tu jouais Sam Backer aux États-Unis avec les Bears. Il voulait peut-être te faire jouer Will, c'est pas arrivé. Comment c'était à Edmonton? Est-ce que tu jouais uniquement defensive end? Comment ils t'ont impliqué dans leur défensive? Oui, exact. Je suis revenu, là, c'est bonne vieille formule du football canadien. Tu as un rush puis tu as un quick. Je jouais les 2 positions. Première pratique là, que je me suis aligné en défensive, dans ma position, si je veux dire, plus naturelle. Je suis en 3 points d'appui. Je sentais plus que, pas que c'était plus ma game, mais j'étais plus dans ma routine. C'était le même football que j'avais joué dans les 4-5 dernières années. Oui, ça reste que la Ligue canadienne, c'est pas le CIS, dans le sens que les gars sont plus gros, sont plus vite, sont plus toutes, là. Mais ça reste que c'est les mêmes schémas de jeu. C'est beaucoup plus des zones scheme au sol. Les protections des lignes offensives sont similaires. Donc, j'ai plus naturellement retrouvé mon groove, là, vu que ça reste que le football canadien, le football américain, c'est 2 sports un peu différents. Donc, j'ai retrouvé mon groove un peu plus rapidement. C'était un peu plus naturel à ce niveau-là. Là. Donc, ça s'est quand même bien fait. Juste question là, par rapport à ton passage aux Bears. Là, quand ils t'ont annoncé ça, là, ils te l'ont annoncé comme... tu sais, je veux dire, tu n'as pas été le seul. Là, vous avez été plusieurs à passer sur cette coupure-là. Là. Toi, c'est quoi que tu as ressenti? Est-ce qu'il avait été satisfait de quand même de t'avoir rencontré? Est-ce que même tu penses qu'éventuellement, à cause qu'ils t'ont déjà vu, tu pourrais avoir une chance? Ça a été quoi? Comment tu l'as vécu, l'annonce de coupure qui aussi devait être assez nouveau pour toi? Là? Je veux dire, dans la vie, tu n'as jamais été coupé? Là? Non, c'est vrai. En tout cas, pas comme ça. Là, c'était vraiment, on faisait le parallèle. C'est une entrevue de job qui a duré 5 à 6 mois. Puis finalement, tu te fais annoncer que tu n'as pas la job. Là, fait que c'est décevant beaucoup. Là, c'est sûr que c'est pas ce que je voulais qu'il arrive. J'étais déçu. J'ai passé par une panoplie d'émotions. Avec comment mon camp était, avec mon utilisation dans les matchs pré-saison, je ne peux pas dire que c'est pas quelque chose que j'avais pas entrevu, mais jusqu'à la fin, tu restes un peu tunnel vision, tu veux croire en tes chances. C'était drôle un peu. Là, tu recevais tout simplement un phone call
de quelqu'un de l'organisation qui disait que le GM voulait parler avec toi. Clairement, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas des bonnes nouvelles. C'était drôle. J'avais des amis qui me textaient. C'était la journée des coupeurs. Puis, qu'est-ce que tu penses? Fait que là, je répondais pas à tout le monde, mais là, il fallait que j'aille rencontrer le GM. Fait que, je pense que c'est not good. Ils m'ont dit qu'il faut que j'aille rencontrer le GM. Ah non, tu vas voir, ça va bien aller, ça va bien aller. J'essayais pas de me convaincre, là, mais rendu là, c'était un peu inévitable. Mais ça restait comique un peu. Là, comme je vous disais, il y avait un shuttle qui nous amenait de l'hôtel aux facilities tout le temps. Même chose la journée des coupeurs. Fait que là, j'étais le premier dans l'autobus. Puis c'était Miss Victoria, notre chauffeuse d'autobus, pendant tout le temps que j'étais là. Elle me disait qu'il fallait attendre les autres pour partir. Fait que c'est bon, on va attendre les autres. Fait que là, tu sais, tous mes chums rookies avec moi qui rentraient dans l'autobus. Fait que, tout le monde passait un peu par la même gamme d'émotions, mais tu sais, on se consolait un peu par le rire. Là, on avait hâte de voir les fans du monde qui allaient rentrer. Là, puis ils t'ont pogné toi aussi. Fait que, l'autobus part. Ça se fait classique, classique autant que ça peut l'être. On est 90, ils réduisent l'effectif à 53. Donc, près de la moitié du monde se font libérer. C'est pas parce que j'ai mal fait, c'est pas parce qu'ils m'aimaient pas, c'est pas parce que quoi que ce soit, c'est la nature, comment la Ligue est faite. Il faut qu'ils retranchent la moitié de l'effectif, j'en faisais partie. Autant j'ai eu le privilège de jouer dans une équipe qui est réputée pour ses edge rushers. Il y a des joueurs comme Floyd, Lynch, Mack. C'était le fun d'apprendre d'eux, mais en même temps, c'était ma compétition. Donc, ça venait avec ce downside-là. Donc, c'est ça, tout simplement, ils m'ont annoncé que j'étais libéré, que s'il y a quoi que ce soit qu'ils peuvent faire pour moi, de ne pas hésiter. J'ai eu la chance de saluer mes coachs de défensive, mes coachs de position que j'avais eu, mais eux, ça restait que c'était une semaine courte. C'était un dimanche, si je ne me trompe pas, puis ils jouaient les Packers Opening Night le jeudi soir. Là, donc, eux, ils étaient déjà depuis une semaine là, en mode Packers, 100e anniversaire de la Ligue. C'était gros pour eux. Donc, ça a été la fin de mon histoire avec Chicago. J'ai gardé contact un peu avec quelques coachs, quelques joueurs là-bas. Mais moi aussi, j'étais on to something else. Il fallait que je pense à c'est comme ma prochaine étape. Cool. Là, bon, là, c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça. Là. On est tous pognés chez nous, mais toi, là, c'est comment tu vois la prochaine saison? Peu importe comment ça va se passer là, avec les Eskimos, est-ce que de un, tu dois être content de pouvoir vivre aussi une saison depuis le début. Là. Il va y avoir un camp d'entraînement et tout, mais c'est quoi ton plan pour la prochaine saison? Puis même, je ne sais pas si tu en as un, est-ce que tu as un plan à moyen terme de réessayer? Tu as encore des options NFL? Oui, ben c'est ça. Depuis le début de l'off-season, c'est ça que je disais, j'ai hâte justement que cette saison, j'avoir un vrai training camp, une vraie saison, puis pas d'embûches. Là, vu la situation, tout porte à croire qu'il va y avoir des embûches. Il risque d'avoir un training camp, je ne sais pas ça va être quand, en espérant que la saison ait lieu avec le moins de matchs perdus possible. Fait que là, pour l'instant, moi, ça a un peu mis sur la glace ma préparation physique. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Beaucoup de push-up, beaucoup de planches abdominales. Mais je me tiens en forme. S'il fallait partir demain, je serais prêt. Je me sens dans une très bonne condition physique. Je suis pas mal nulle part. C'est la beauté de la saison dernière où j'ai eu pratiquement pas de bobo. Tu parles de mes objectifs court, moyen terme. C'est sûr qu'avoir la chance de jouer dans la Ligue canadienne, j'aimerais ça avoir une Grey Cup pour pouvoir brag pendant mon passage là. J'ai été utilisé, honnêtement, l'année passée, peut-être plus que j'aurais pu l'espérer, mais encore une fois, je jouais entre 10 à 20 snaps défensifs par game, ce qui est très bon pour quelqu'un qui n'a pas eu de training camp, qui est arrivé sur le tard, puis peu importe. Mais là, j'en veux plus. Là, je veux avoir un rôle plus constant sur la ligne défensive, essayer de rentrer dans la rotation, jouer le plus possible, contribuer autant en défensif sur une unité spéciale, autant pour les succès de l'équipe
que c'est sûr que pour moi, si ça peut me permettre de rester à Edmonton plus longtemps, d'avoir un deuxième contrat là-bas, de m'ouvrir des portes ailleurs, que ce soit de retourner dans la Ligue nationale de football. J'ai juste avantage à bien performer pour moi, pour l'équipe. Fait qu'à partir de là, l'avenir est dur à prédire, mais c'est sûr que je vais en profiter pendant que je suis là. Puis c'est sûr qu'un championnat, c'est sûr que ce serait bien là-bas. À date, tu as pas mal gagné à tous les niveaux auxquels tu as joué, là. C'est-à-dire au secondaire, au cégep, à l'université, puis hopefully bientôt pro. Est-ce que tu as un championnat préféré? Si oui, parle-nous-en. Je crois que je peux dire que oui. Autant ils ont tous une saveur spéciale. Un que je me rends compte que je carryais quand même une grosse pression, c'était quand que je jouais collégial au Vieux-Montréal. On s'en rendait peut-être pas compte, mais il y avait quand même beaucoup de pression pour qu'on gagne. C'est pas le Canadien de Montréal là, qu'on est à Sport 30 tous les matins. Là, c'est pas la même chose. Mais la culture là-bas, les anciens, la fierté du programme. On avait eu 2 saisons où on avait des bonnes équipes, mais on avait perdu en playoff, perdu au Ball d'Or à ma 2e saison. Steve Alexandre, qui est probablement le plus gros ambassadeur des Spartiates, la personne qui l'a le plus à cœur, avait ramené les couleurs de ses éditions noir et or pour ma dernière saison. Mais pour ma dernière saison, ça n'a pas rapport avec moi, là, mais on était back black and gold comme dans les débuts des années 2000 où il gagnait 2 fois par année. T'sais. Fait que, j'avais pas gagné encore. J'avais gagné toutes mes années au secondaire. Pour moi, ça faisait aucun sens que je passais au Vieux-Montréal sans gagner un bol d'or. On avait une bonne équipe, mais pas tant bonne non plus. Mais je me suis tellement fait des chums là-bas, j'ai tellement eu du fun à aller à l'école là-bas, à niaiser avec les gars, que pour moi, c'était super important de partir de là avec un championnat. Puis j'y avais goûté au secondaire. Puis comment les playoffs avaient été, on n'était pas favoris, on avait fini 3 ou 4e durant la saison régulière, mais on avait juste clutché en playoffs. Moi, personnellement, aussi, j'avais eu des bonnes séries éliminatoires. Le Bol d'Or, c'était fou. Ça a été en 3e ou 4e overtime. Les arbitres étaient mêlés. Ils ne savaient plus qui commençait avec le ballon. C'était même plus sûr combien de pile ou face il fallait faire. Puis, des controversial calls, je veux dire. Le 3e overtime, on part. Là, Mike Bryan, Skilla, notre running back, a couru 34 verges et demie pour arriver à la ligne de 1. Puis en 3 essais, on n'est pas rentré dans la zone, ce qui nous donnait un field goal de 1 verge et demie à faire à peu près. Là, Sheriff, il voulait envoyer le field goal. J'y criais qu'on ne pouvait pas faire de field goal, que c'était niaiseux. Je ne sais même pas s'il m'a entendu. Il a dit fuck it, field goal quand même. Fait que là, on avait un field goal de 1 verge à faire, tu sais. Mais un field goal de 1 verge, autant c'est pas loin, l'angle est très peu idéal. Ouais. Fait que là, nous, en tant que grand stratège, on a pris un delay of game pour se reculer de 5 verges. Mais l'autre équipe qui avait pensé, ils ont décliné la punition. Mais on a clutché le field goal, on les a arrêtés, game over, on a gagné. C'est la première fois que j'ai eu cette réaction-là. Là. Game over, les garages sur un ballon tout croche deep. On rabat le ballon. Là, puis, tout le monde courait sur le terrain. Là, moi, je suis tombé à genoux. J'étais plus capable. Là, le stress retombe, on a gagné, game over. J'étais content. J'étais fier, tout, là, mais j'étais content que ce soit fini, content de pouvoir partir avec un championnat. J'ai eu la chance, comme tu me disais, quand j'ai gradué à Notre-Dame au secondaire, de partir avec un bol d'or, même chose au vieux. Puis Pierre-Émile aussi à ma 4e année avec l'Université Laval à ma dernière saison. On a gagné la Coupe Vanier. C'est ça aussi, je dis que c'est spécial. Je te disais, au vieux, on était peut-être moins supposé de gagner à Laval ma dernière année. Tu n'as rien d'acquis, mais sur papier, on avait vraiment beaucoup les éléments pour gagner, ce qui n'est vraiment pas garanti de gagner. On a eu des bonnes éditions, mais c'est pas parce que tu es all that que tu gagnes nécessairement. On avait beaucoup de pression.
Puis le faire avec mes boys aussi, j'ai été longtemps avec eux, c'était gros. Puis le faire à Québec, c'était vraiment spécial avec les fans puis tout. Mais c'était tout simplement, évidemment, ils ont chacun leur saveur. Puis là, tu as aussi, vu que ça fait quand même longtemps que tu joues là, au football, tu as aussi croisé beaucoup de coachs. Est-ce qu'il y a des coachs qui t'ont marqué? Là? Tu parlais de Chuck Pagano plus tôt. Est-ce qu'il y a d'autres coachs qui t'ont marqué? Beaucoup, beaucoup. Là, c'est sûr que je veux pas me mettre à. Je veux pas me mettre à lancer à gauche, à droite qui qui a fait quoi pour moi. Parce que pour moi, surtout au Québec, parce que j'ai évolué au Québec toute ma carrière, ou si on peut appeler ça une carrière de football amateur. C'est la réalité au Québec en ce moment, puis probablement partout au Canada, c'est 98%, si ce n'est pas 19% des coachs sont bénévoles ici au Québec. Pour moi, le simple fait que le monde soit présent, c'est huge. Mais il y en a eu beaucoup. Je pense à JP Perron que j'ai eu mes 3 années juvéniles. Même si ce n'était pas mon coach qui m'affectait directement, la façon qu'il gérait une équipe, c'était vraiment juste un bon pédagogue avec nous. La façon qu'il gérait, pour moi, je trouvais ça inspirant. Je ne peux pas dire copier-coller, mais je suis maintenant de formation enseignant en éducation physique. Je ne dis pas que c'est à cause de lui, mais j'essaie de laisser transparaître un peu, sans le calquer, certains de ses traits qu'il faisait à mes enseignements. Évidemment, quand je suis allé au Vieux, à Laval, Sheriff, Glenn, quand tu te fais recruter, c'est des coachs un peu, tu choisis une équipe, tu choisis un programme, mais les relations que tu builds avec ces coachs-là, c'est sûr que ça va t'influencer à aller vers ces équipes-là. Donc, pour moi, c'est sûr que ça a été des coachs quand même importants dans mon cheminement de coach. D'ailleurs, là, je ne vais pas juste te lancer des fleurs à toi, Olivier, mais comme tu le sais déjà, la façon que tu m'as enseigné comment faire un dip and rip, c'est encore la façon que je l'enseigne aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as sorti ça de ton propre gré ou si quelqu'un te l'avait dit avant, mais prendre du gazon pour le lancer au petit Jésus, ça fonctionne. L'image est bonne. Donc, encore à ce jour, c'est la meilleure façon qu'on me l'a expliqué. Puis, c'est comme ça que je l'explique encore une fois. Le seul problème, c'est qu'il y a du turf maintenant. Fait que le gazon, c'est plus le terrain Reine-Marie de back then. Mais still works. Mais en tout cas, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein, évidemment. C'est quoi? Tu as aussi croisé beaucoup de joueurs, là, évidemment, tu sais. Y a-t-il des joueurs qui ont des superstitions vraiment weird que tu as déjà croisées, des superstitions d'avant-match? Hein? Je sais pas si c'était superstition, là. Je n'appellerais peut-être pas ça une superstition. Il y en a 2 bizarres. Il y en a ouais. Un gars, il s'appelle dans le corps. Il joue encore à Laval. Lawrence Poirier. On le nomme-tu ou on le nomme pas? Ben, je suis en train de le nommer avant que tu me... Ben oui, je le nomme. Ah, ok, c'est bon. Non, mais ok, c'est bon. Lawrence Poirier vient. Il était un undersized halfback qui cognait vraiment fort. Okay? Comme mes années que je jouais là, il était plus jeune que moi, 2 ou 3 ans. T'sais. Il était petit, mais il était sec. C'est vraiment plus un gars de special teams, mais capitaine kick-off. Tous les tacos kick-off. Moi, avant les games, je suis stressé, ça va pas bien. Je veux dire, j'ai hâte. Mais lui, on embarquait sur le terrain, on se craint dans le vestiaire. Puis il mangeait tout le temps, là, 30 secondes avant d'embarquer, un repas. Là, moi, mon repas, ça fait 3 heures que je l'ai mangé. Là. Lui, il mangeait un bol de spaghettis, mais je dis un bol, là, c'est le 450 grammes de spaghettis au complet, 30 secondes avant d'embarquer dans la partie. Je comprenais pas. Là, je ne l'achalais pas avec ça, mais ça me faisait capoter pour moi. Il faut que je sois light. Faut que, si je mange live avant la partie, c'est impossible. Je vais juste me sentir tonneau, puis ça ne marchera pas. Lui, ça va descendre sur kick-off, ça m'impressionnait. Donc, mention honorable à lui. Un autre, Dominique Lévesque, mon botteur à Laval, toutes ces années, lui, il botte pendant. Il arrive au terrain à 6 h du matin, puis il n'arrête pas de botter jusqu'au kick-off. C'en est dérangeant. Là, des fois, tu as peur que sa jambe soit fatiguée, mais lui, c'est impressionnant quand même comment sa routine pre-game, il tenait là, honnêtement. Lui, c'était quelque chose quand même de spécial.
Là, sans nécessairement nommer le coach, est-ce que tu as déjà. C'est quoi l'instruction d'un coach la plus weird que tu entendue? Une instruction weird. T'as l'air inspiré, là. Il y en a clairement une. Ça se dit pas tout le temps. J'essaie d'en trouver qui est une weird. Parce qu'il y en a de différentes catégories, mais une bizarre, parce que je sais pas si c'est moi qui en a trop. T'en as pas? Mais je veux dire. OK. Non, enfin, j'essaie d'en trouver une autre alternative, mais c'est la seule qui me reste en tête. Puis je sais pas si vous pouvez censurer ça, mais peu importe. Mais si ça se dit pas, on va le juste Parfait. écouter. Vous jugerez à vous-même. Mais c'est encore avant que le football devienne sécuritaire, cette histoire-là. Parce que j'ai joué dans des équipes de football moins sécuritaires que ceux que j'ai nommés, mais je jouais ailier défensif, D-line tout le temps, puis il faut frapper le corps arrière. Puis le conseil que je n'ai jamais appliqué, puis qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs, c'était quand tu frappes le corps arrière, roule tes hanches, tes épaules vont disloquer. Certain de ce qu'il disait, tu sais. Fait que, je l'ai honnêtement jamais essayé parce que quand tu frappes un corps arrière, tu ne penses pas nécessairement à rouler tes hanches pour que tes épaules disloquent. Ce ne serait pas très fair play. Mais je ne vois pas non plus biomécaniquement, c'est comment que l'action fait que son épaule disloque. En théorie, il est couché au sol, Ouais, il est déjà ancré, il est pratiquement gainé de son poids. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est peut-être que quelqu'un lui a dit ou qu'il l'avait expérimenté lui-même, mais je ne l'ai jamais vu fonctionner. Non. Mais c'est elle qui me vient en tête. Il y en a probablement eu d'autres. Je confirme qu'il y en a eu d'autres, là, finalement. Bon. C'en est une. J'ai un coach aussi, je pense à ça. Et ça, c'est pas bon. On jouait une équipe rivale, lui non plus, je le nommerai pas. Je pense qu'on devait perdre par peu à mi-temps, puis là, il nous crie après. Bon vieux speech Al Pacino, là. Puis il a frappé sa tête. Au football, on donne des coups de casque entre teammates, mais lui, il a frappé sa tête comme s'il avait un casque sur un joueur qui avait un casque. Mais il continuait son speech, mais son front a fendu, puis il saignait. Mais là, pendant son speech, ça ne marchait plus, le speech. Là, il saignait, puis il a frappé le gars avec sa tête. Là, finalement, il a fallu que les physios s'en occupent. Là, ils ont fait des points. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais finalement, ça ne marchait pas partout, son speech. Les physios n'étaient plus avec nous, ils étaient avec le coach aussi, c'était bad. C'était pas une instruction, c'était dans le feu de l'action. Mais non. C'est deux qui me viennent en tête. Deux excellentes histoires quand même. Pierre, je pense que ça fait le tour. On a dépassé le temps qu'on s'est dit qu'on allait parler. Ah, mais arrête, là, si on n'aurait pas eu les anecdotes de... Ouais, non, c'est ça. Genre, je suis pas encore capable de me faire l'image de genre... rouler les hanches, là. Moi, je veux une vidéo. Il doit y avoir des vidéos d'exemple, cette cause-là. Il y a tout sur YouTube, de toute façon. Je suis sûr qu'on peut démystifier ça. Sport Science, on les appelle. Non, c'est ça, exact. Sport Science, exact. Ben écoute, Mathieu, merci pour tout. Ouais, ça fait plaisir, merci. On te souhaite de retourner au jeu dès que tout ça, toute la situation se rétablit. Puis on se voit bientôt. Yes, c'est gentil. Salut, boys.